Pendant ma grossesse, ma belle-mère se moquait constamment de mon poids, et mon mari restait silencieux, mais maintenant que j'ai retrouvé la ligne, il appelle ça de l'amour dur. Mon mari et moi sommes mariés depuis 3 ans et sommes fiers parents d'un merveilleux petit garçon d'1 an. Notre chemin vers la parentalité n'était pas vraiment planifié, mais nous l'avons pleinement accepté. Nous avons tous les deux des carrières stables, je travaille dans le marketing et mon conjoint est développeur de logiciels. Avant la grossesse, notre relation semblait solide. Nous communiquions bien, nous nous soutenions mutuellement, et je croyais sincèrement que nous formions une équipe. Pendant ma grossesse, j'ai pris environ 20 kilos. Mon médecin m'a rassuré en me disant que c'était tout à fait normal, j'étais en bonne santé, le bébé aussi, et tout se passait bien. Bien que j'ai toujours été plutôt mince, j'essayais de me rappeler que les changements que subissait mon corps faisaient partie du processus. Cependant, tout le monde ne voyait pas les choses de cette façon. Vers le 6e mois, ma belle-mère a commencé à faire des remarques subtiles sur mon poids. Elle ne m'insultait jamais directement, mais ses commentaires étaient bien ciblés. Elle me suggérait de faire attention à ce que je mangeais ou me recommandait des thés miracles qu'elle jurait être efficaces. Elle se vantait souvent de n'avoir pris que 7 kilos lors de ses propres grossesses, attribuant cela à sa discipline. À l'époque, j'étais hormonal, épuisé et concentré sur le bien-être du bébé, alors je laissais couler. Mais ces remarques ne se sont pas arrêtées. En fait, elles sont devenues plus fréquentes et moins subtiles à l'approche de mon terme. Elle me comparait à d'autres femmes qui avaient retrouvé la ligne rapidement après l'accouchement ou mentionnaient combien son fils avait de la chance d'avoir une mère qui était restée mince et attirante. C'était très inconfortable, pour le dire gentiment. Après la naissance de notre enfant, j'ai rencontré des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai souffert de dépression postpartum, de nuits sans sommeil et des exigences accablantes d'être une jeune maman. Quand je suis retourné au travail après mon congé de maternité, je portais encore environ 14 kilos de plus qu'avant ma grossesse. Jongler entre le travail, les soins à mon enfant et mon propre bien-être semblait impossible, et j'avais souvent l'impression de ne jamais en faire assez. La situation a explosé lors du premier anniversaire de notre enfant le mois dernier. Cela devait être un moment joyeux, mais ma belle-mère l'a rendu insupportable. Devant la famille et les amis, elle s'est mise à faire des commentaires sur les femmes qui se laissent aller après avoir eu des enfants. Elle a même sorti de vieilles photos d'elle, fièrement affichant sa silhouette mince une semaine seulement après avoir accouché de mon conjoint. Elle a bien pris soin que tout le monde comprenne la comparaison qu'elle faisait. Le pire? Mon mari n'a pas dit un mot. Il est resté assis là, silencieux, comme si de rien n'était. Ce soir-là, je l'ai confronté. Sa réponse fut que j'étais trop sensible et que sa mère essayait simplement d'aider. Ce fut un électrochoc. J'ai réalisé que notre relation s'était détériorée depuis des mois. L'affection entre nous s'était dissipée, et nos conversations étaient devenues purement pratiques, emploi du temps, facture et soins à l'enfant. Je me suis convaincu que c'était juste le stress d'être de nouveaux parents, mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Après la fête, j'ai décidé que je devais reprendre le contrôle, pour moi et pour notre enfant. La première étape a été de traiter ma dépression postpartum. J'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans la santé mentale postpartum, et ce fut l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. La thérapie m'a donné les outils pour faire face et guérir. Ensuite, je me suis concentré sur ma santé physique, pas pour mon mari, mais pour moi. J'ai rejoint un groupe de sport pour maman, qui se réunissait 3 fois par semaine. C'était incroyablement motivant de me connecter à d'autres femmes qui comprenaient ce que je traversais. Nous nous soutenions mutuellement, et cela est devenu une échappatoire positive pour moi. J'ai aussi commencé à préparer mes repas le dimanche pour m'assurer d'avoir des plats sains tout au long de la semaine. Et chaque jour, peu importe ma fatigue, je me forçais à sortir marcher avec mon enfant. J'ai commencé à prioriser mon bien-être, que ce soit par une courte séance de yoga pendant la sieste du bébé ou simplement en prenant un moment pour respirer. J'essayais de tirer le meilleur parti de chaque instant libre que j'avais. Au fil des mois, j'ai commencé à voir des progrès graduels. Le poids que j'avais pris pendant ma grossesse a commencé à disparaître, et j'ai même perdu un peu plus. Mon corps était plus fort, plus sain et plus capable que jamais, ce qui m'a donné un regain d'énergie. Ce n'était pas seulement une transformation physique, je me sentais également plus équilibré mentalement et émotionnellement. Mais c'est là que les choses se sont compliquées. Dès que j'ai commencé à me sentir mieux dans mon corps et à retrouver confiance en moi, le comportement de mon mari envers moi a changé de manière spectaculaire. Soudainement, il était désireux de passer du temps avec moi. Il me couvrait de compliments, devenait plus affectueux et initiait de nouveau des moments d'intimité. C'était en contraste total avec la distance émotionnelle qui avait défini notre relation pendant des mois. Il organisait des soirées en amoureux,
quelque chose que nous n'avions pas fait depuis avant la naissance de notre enfant. Il rentrait à la maison avec des petites attentions, comme des fleurs ou mes friandises préférées, en disant « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». C'était comme s'il essayait de me reconquérir, comme si nous repartions à zéro. Mais au lieu de me sentir flattée ou heureuse, je me sentais confuse et partagée. Il a même commencé à défendre mes choix face à sa mère lorsqu'elle critiquait désormais ma façon de gérer mon enfant ou ma carrière. Il lui disait d'arrêter, ce que j'aurais tant voulu qu'il fasse auparavant. Mais maintenant qu'il le faisait enfin, je ne ressentais rien. Et c'est ce qui me fait le plus peur. Quand je le regarde, tout ce à quoi je pense, c'est à quel point il m'a laissé tomber quand j'avais le plus besoin de lui. À quel point il est resté silencieux pendant que sa mère m'humiliait devant nos amis et notre famille. À quel point il ne semblait se soucier de moi que lorsque j'avais retrouvé une certaine apparence. Quand j'ai enfin eu le courage de lui parler de ce que je ressentais, sa réponse n'a pas été celle que j'espérais. Au lieu de s'excuser, il est devenu défensif. Il a affirmé que son comportement d'alors était une forme d'amour dur parce qu'il se souciait de ma santé. Il m'a dit que son silence à l'époque était intentionnel, il ne voulait pas encourager ma prise de poids et pensait que son absence de soutien me pousserait à retrouver la forme. Comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté que je devrais être reconnaissante que cela ait fonctionné. Ce n'était pas de la paresse ou de la négligence, comme sa mère l'avait si gentiment suggéré. Je luttais pour garder la tête hors de l'eau, et au lieu de me soutenir, il s'est contenté de regarder. Ses pensées me rongent depuis des semaines. Maintenant, chaque fois qu'il me touche, je ressens un profond malaise. Ses compliments sonnent creux, comme s'ils n'étaient sincères que maintenant que je mérite son admiration. Et chaque fois qu'il essaie de se rapprocher, je me rappelle qu'il n'a même pas pu me regarder lorsque je ne répondais pas à ses attentes. Depuis quelques semaines, nous dormons dans des chambres séparées. Ce n'était pas une décision formelle, c'est arrivé naturellement. Il dort dans la chambre d'amis pendant que je reste dans notre chambre avec le babyphone à proximité. Quand il essaie d'en parler, il détourne souvent la conversation pour se présenter en victime. Il a même commencé à dire à sa famille et à certains amis que je souffre encore de troubles postpartum et que je lui en fais subir les conséquences. Je ne sais plus quoi faire. Une partie de moi pense que nous devrions essayer une thérapie de couple. Peut-être qu'un professionnel pourrait l'aider à comprendre à quel point ses actions m'ont blessé ou m'aider à savoir si je peux vraiment tourner la page. Mais une autre partie de moi se demande s'il reste vraiment quelque chose à sauver. Et puis, il y a notre fils. Il n'a qu'1 an, mais je ne peux m'empêcher de penser à l'avenir. Que lui dirai-je quand il sera plus grand? Va-t-il grandir en croyant que l'amour est conditionnel, que c'est quelque chose qu'il faut mériter en ayant une certaine apparence ou en accomplissant certaines choses? Je ne veux pas ça pour lui. En même temps, je ne cesse de me remettre en question. Est-ce que je réagis de façon excessive? Devrais-je simplement être reconnaissante que son soi-disant amour dur ait conduit à des changements positifs? Je suis en meilleure santé maintenant, physiquement et mentalement, mais cela ne change rien au fait que j'ai dû traverser ce chemin seul, qu'il n'a semblé se soucier de moi que lorsque je répondais à ses attentes. Est-ce vraiment ça, l'amour? Je me sens complètement perdu. Peu importe ce que je choisis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue favorable. Si je reste, j'ai peur de ne jamais vraiment lui pardonner, et que nous finissions par retomber dans la même dynamique. Si je pars, j'ai peur de ce que cela signifiera pour notre fils et pour mon propre avenir. J'aimerais avoir une réponse claire, mais tout ce que je ressens, c'est cette incertitude accablante et paralysante. Mise à jour 1. Après avoir partagé mon histoire, j'ai compris que j'avais besoin de prendre du recul pour réfléchir clairement et déterminer ce que je voulais vraiment. Mon frère et ma belle-sœur ont toujours été mes principaux soutiens. Ce sont ces personnes qui, par leur simple présence, peuvent vous réconforter. En apprenant ce que je traversais, ils m'ont immédiatement proposé d'héberger mon fils et moi pendant quelques jours. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai préparé l'essentiel, laissé une courte note à mon mari, et j'ai pris la route pour aller chez eux, à 1 heure de chez moi. Les 4 jours que j'ai passés là-bas ont été comme une remise à zéro dont j'avais cruellement besoin. Ma belle-sœur, qui a elle-même connu des difficultés avec son image corporelle après ses grossesses, comprenait parfaitement ce que je vivais. Elle m'a raconté son histoire, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis plus senti seul. Mon frère a également été incroyablement soutenant. Contrairement à mon mari, il avait été présent pour ma belle-sœur pendant ces moments les plus difficiles, et entendre leur parcours m'a donné de l'espoir. En rentrant chez moi, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. Je ne savais pas à quoi m'attendre en franchissant la porte, mais je suis tombé sur une maison impeccable, ce que j'ai tout de suite reconnu comme un signe de stress nettoyage. Mon mari avait l'air épuisé,
comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Dès que je suis entré, il a fondu en larmes comme je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il s'est mis à pleurer, quelque chose qu'il fait rarement. Il s'est excusé, disant qu'il avait eu peur en réalisant que je pourrais vraiment le quitter. Il a admis qu'il avait été lâche face à sa mère et reconnu qu'il avait été un terrible partenaire, surtout pendant mes difficultés postpartum. Il a confessé qu'il avait été tellement absorbé par son propre stress face à la paternité et au travail qu'il n'avait pas pleinement compris ce que je traversais. Il a exprimé de profonds regrets pour être resté silencieux pendant que sa mère faisait ses remarques blessantes et a dit qu'il voulait réparer les choses de toutes les manières possibles. Il a même proposé une thérapie de couple. Son excuse semblait sincère, mais j'avoue que j'avais encore des doutes. La proposition de thérapie a été la partie la plus surprenante, il avait toujours été sceptique à l'idée de demander de l'aide professionnelle. Il a aussi évoqué l'idée d'établir des limites claires avec sa mère, quelque chose que je lui avais demandé de faire depuis des années. Pour prouver qu'il était sérieux, il m'a même montré les messages qu'il lui avait envoyés. Dans ces messages, il lui disait d'arrêter de faire des remarques sur mon apparence et de me respecter en tant que partenaire et mère de son enfant. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi cela n'avait pas été son instinct dès le départ. Pourquoi a-t-il fallu qu'il soit au bord de me perdre pour qu'il agisse enfin? Malgré mes doutes persistants, j'ai accepté d'essayer la thérapie, non pas parce que je suis prête à lui pardonner tout ce qu'il a fait, mais parce que je veux pouvoir dire à notre fils un jour que j'ai tout tenté avant de prendre la décision de partir. Si ce mariage doit se terminer, je veux être certaine d'avoir exploré toutes les options pour le sauver. Mon frère, qui a toujours été très protecteur envers moi, pense que je suis trop indulgente. Il ne fait pas confiance au changement soudain de mon mari, et honnêtement, je ne peux pas dire que j'en suis convaincue non plus. Ma belle-sœur, en revanche, soutient ma décision d'essayer la thérapie. Elle pense que ça vaut la peine d'explorer si l'amour que nous avons partagé peut être reconstruit, surtout parce que nous avons un enfant ensemble. Je me sens tiraillée chaque jour. Un instant, je me sens pleine d'espoir, comme si cela pouvait être un tournant, une chance de surmonter nos difficultés et d'en ressortir plus fort. Mais l'instant suivant, je crains de simplement me préparer à une nouvelle déception. Au moins, maintenant, je sais que j'ai des options. J'ai mon frère et ma belle-sœur qui ont prouvé que je pouvais compter sur eux quoi qu'il arrive. J'ai retrouvé ma propre force ces derniers mois, et je sais que je suis capable de m'en sortir seul. Et surtout, j'ai mon fils, qui est ma plus grande motivation pour construire une vie heureuse et saine, que cela inclue son père ou non. Mise à jour 2. Juste au moment où je pensais enfin reprendre pied, la vie m'a encore réservé une surprise. La thérapie de couple avait commencé à me sembler être une étape positive, et pour la première fois depuis longtemps, mon mari semblait vraiment engagé à arranger les choses. Il participait activement aux séances, se livrait sur des sentiments qu'il avait apparemment refoulés pendant des années, et faisait des efforts pour changer son comportement à la maison. Il était plus présent, prenait davantage de responsabilités avec notre enfant, et même aidait à la maison sans qu'on le lui demande. J'étais prudemment optimiste, me permettant d'espérer que, peut-être, nous pourrions reconstruire quelque chose de bien. Je voulais croire que toutes les relations traversent des épreuves, et que si on travaille dur, elles peuvent en ressortir plus solides, du moins, les épreuves qui ne détruisent pas complètement les fondations du couple. Mais il s'avère que notre relation était du genre à ne pas pouvoir être réparée. Un soir, alors qu'il était sous la douche, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention, j'ai toujours respecté la confiance et l'intimité dans une relation. Mais quelque chose dans l'aperçu de la notification a attiré mon attention. C'était un message de quelqu'un nommé Kelsey qui disait « Tu devrais juste la quitter. Ce que nous avons est mieux ». Quelques semaines plus tôt, lors d'une de nos séances de thérapie, mon mari m'avait donné le mot de passe de son téléphone dans le cadre d'un exercice visant à rétablir la confiance. Ironiquement, ce même geste de transparence m'a mené au moment où toute la confiance que j'avais en lui a été anéantie. J'ai déverrouillé son téléphone, espérant avoir mal lu le message ou qu'il s'agissait d'un malentendu. Peut-être que c'était une blague entre collègues ou une erreur. Mais en faisant défiler leurs messages, tout espoir que j'avais s'est évaporé. Les textos remontaient à des mois auparavant, bien avant que je commence à perdre du poids après ma grossesse, avant le premier anniversaire de notre enfant, et avant même que nous commencions la thérapie. Pendant que j'étais à la maison, luttant contre la dépression postpartum, jonglant entre le travail et mon rôle de parent, mon mari avait une liaison. Kelsey était sa collègue, quelqu'un qu'il m'avait déjà mentionné en passant, mais à qui je n'avais jamais prêté attention. Leurs échanges étaient remplis de blagues complices, de petits surnoms et de détails intimes. Elle l'appelait par des petits noms affectueux, et lui disait qu'elle le faisait se sentir vivant à nouveau.
Il parlait aussi de moi, disant que j'étais trop émotive, que j'avais changé depuis la naissance de notre enfant et qu'il se sentait piégé dans notre mariage. Elle l'encourageait à me quitter, et ils avaient même fait des projets d'avenir ensemble. Les messages révélaient tout, des déjeuners secrets, des déplacements professionnels et des moments volés dans mon dos. Tout avait commencé avant le premier anniversaire de notre enfant, à peu près au moment où il prétendait me donner de l'amour dur concernant mon poids et disait s'inquiéter pour ma santé. Mais en réalité, il consacrait son attention à quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Chaque message que je lisais était pire que le précédent. Il se moquait de mon corps postpartum, critiquant le poids que je portais encore après ma grossesse. Il se plaignait que j'étais toujours fatiguée et que je n'étais plus amusante, tout en ignorant commodément que j'étais celle qui jonglait avec le travail, la maternité et les responsabilités du foyer pendant qu'il s'éclipsait pour des déjeuners secrets avec sa collègue. Il y avait même des selfies d'elle à la salle de sport, accompagnées de légendes aguicheuses, et ses réponses étaient remplies d'émojis lieux en cœur et de compliments. Quand je l'ai confronté, sa réaction m'a donné la nausée. Il a éclaté en sanglots, comme il l'avait fait lorsque je suis rentré après mon séjour chez mon frère, et a insisté sur le fait qu'il avait commis une terrible erreur. Il prétendait que ce n'était pas une relation amoureuse, juste une relation physique, parce qu'il ne recevait pas ce dont il avait besoin de ma part. Il a même eu le culot de dire qu'il pensait à moi tout le temps pendant qu'il était avec elle, comme si cela rendait les choses meilleures. Je ne pouvais plus l'écouter. J'ai appelé mon frère, qui est arrivé dans l'heure, prêt à m'aider. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il a simplement commencé à emballer les affaires de mon mari pendant que je restais assise là, luttant pour retenir mes larmes et essayant de rester forte pour notre enfant. Mon mari est resté tout le temps, alternant entre me supplier de lui pardonner et crier que je réagissais de manière excessive. Il insistait sur le fait que nous pouvions surmonter ça, que nous le devions pour notre fils. Mais combien de chances une personne mérite-t-elle? Quand mon frère a fini de faire les bagages, j'ai tendu les sacs à mon mari et je lui ai dit de partir. Il a essayé de me serrer dans ses bras, mais l'idée qu'il me touche me donnait envie de vomir. Finalement, il est sorti par la porte. Maintenant, il loge chez un ami, du moins, c'est ce qu'il prétend. Il pourrait très bien être avec Kelsey. J'ai pris des mesures pour me protéger, moi et mon fils. J'ai changé les serrures, consulté un avocat et commencé à rassembler tout ce dont j'ai besoin pour aller de l'avant avec la procédure de divorce. C'est épuisant émotionnellement, mais je sais que c'est la bonne décision. Mon fils demande souvent son père, et chaque fois qu'il le fait, c'est comme un coup de couteau en plein cœur. Je sais que mon futur ex-mari aime notre enfant, je n'en ai jamais douté. Mais je ne peux pas laisser mon fils grandir en pensant que c'est ça, l'amour. Je refuse de lui faire croire que l'amour est conditionnel, que la loyauté est négociable, ou qu'une simple excuse peut réparer une trahison aussi profonde. Ça fait mal, plus que je ne peux le décrire avec des mots. Mais je sais que rester aurait été encore plus douloureux. Je mérite mieux. Mon fils mérite mieux. Mise à jour 3. Hier, j'ai officiellement déposé la demande de divorce. Si la paperasse n'était pas déjà assez émotionnelle, la famille de mon futur ex-mari s'est lancée dans une opération de contrôle des dégâts. Ma belle-mère, toujours prête à s'immiscer là où elle n'a rien à faire, a commencé à faire des remarques subtiles. Bien qu'elle ne l'ait pas dit directement, elle a clairement laissé entendre qu'elle pense que je devrais pardonner ce qu'elle appelle une simple erreur. Elle est même allée jusqu'à me blâmer, suggérant que si j'avais mieux pris soin de moi après la grossesse, rien de tout cela ne serait arrivé. Comme si ressembler à un mannequin était ma priorité pendant que j'élevais son petit-fils et que je construisais une vie avec son fils. Et puis il y a ma belle-sœur, la sœur de mon mari, pas la femme de mon frère. C'est le genre de personne qui a toujours une opinion, que vous ayez envie de l'entendre ou non. Selon elle, je suis égoïste de ne pas penser à la façon dont le divorce va affecter la réputation de leur famille, surtout au sein de leur communauté religieuse. Oui, parce que ma belle-mère et ma belle-sœur sont très impliquées dans leur église, et apparemment, ce divorce à cause d'une infidélité va être un gros scandale dans leur communauté. Je suis désolé, mais je n'en ai rien à faire. Peut-être devrait-elle en parler à mon futur ex-mari, après tout, tromper son épouse est aussi considéré comme un péché, non? Elles ont même osé me demander de ne pas utiliser mon fils pour me venger de mon ex. Mais aucune d'elles ne semble envisager que peut-être, mon ex n'aurait pas dû utiliser sa collègue comme échappatoire simplement parce qu'il ne voulait plus être avec quelqu'un qui ne correspondait pas à son idéal. Je les ai toutes bloquées, sans exception. Mon téléphone, qui était autrefois une source constante de stress, est maintenant un espace paisible et silencieux. Les seuls messages que je reçois maintenant viennent de personnes qui me soutiennent sincèrement. Je n'ai pas de place dans ma vie pour ceux qui défendent un infidèle ou tentent d'excuser ce qu'il a fait. Mon frère et sa femme ont été incroyables tout au long de cette épreuve.
Ils se sont surpassés d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, s'occupant de mon fils pendant que j'étais accaparé par les réunions avec mon avocat et restant à mes côtés pendant les nuits les plus difficiles. Je ne peux pas exprimer à quel point je leur suis reconnaissante, et je ressens le besoin de leur rendre l'appareil un jour. Le divorce, il s'avère, est l'un des processus les plus éprouvants qui soient. Il semble y avoir une interminable série de papiers à remplir, de réunions avec mon avocat et de discussions épuisantes sur la garde et les finances. Mais malgré toute cette fatigue, je sais que c'est le bon choix pour moi et mon fils. Mon avocat est convaincu que j'obtiendrai la garde principale, surtout compte tenu de tout ce qui s'est révélé. Nous travaillons sur un plan de coparentalité pour que les choses restent aussi simples que possible. L'objectif est de minimiser les contacts directs entre mon ex et moi tout en permettant à mon fils de conserver une relation avec son père. C'est un équilibre délicat, mais je suis déterminé à gérer cela avec dignité, pour le bien de mon fils. Je continue à suivre une thérapie. Cela m'avait aidé auparavant, et cela m'aide encore aujourd'hui. Ce n'est pas la même thérapeute que celle que je voyais pour ma dépression postpartum, mais mon ancienne thérapeute m'a recommandé celle-ci, et cela m'a suffi pour lui faire confiance. Et elle s'est révélée être la bonne personne. Mise à jour 4. Cela fait quelques mois que je n'ai pas donné de nouvelles, et tant de choses ont changé dans ma vie pendant cette période. Avant de plonger dans le dernier chapitre de cette histoire, je tiens à prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont commenté et offert leur soutien. Votre gentillesse n'est pas passée inaperçue, et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Pour ceux qui ont suggéré que je ne devrais pas permettre à mon ex-mari d'avoir la garde, car lui et sa mère sont toxiques, je comprends votre point de vue, mais il y a des limites à ce que je peux faire. Un juge ne m'accorderait pas la garde exclusive sans preuve concrète qu'il est un mauvais père. Et, comme je l'ai déjà mentionné, il n'a pas été un mauvais père. Oui, c'est moi qui me suis occupé de la majorité des soins de notre enfant, mais c'était en partie parce que j'allaitais, quelque chose qu'il ne pouvait évidemment pas faire. Même s'il aurait pu aider avec les biberons, soyons honnêtes. Malgré tout, je suis déterminé à élever mon fils en lui apprenant que l'on ne doit jamais juger les autres en fonction de leur apparence. Le divorce est désormais finalisé, et c'est pourquoi j'écris cette mise à jour. Ce n'était pas excessivement compliqué, surtout puisqu'il s'agissait d'un divorce pour faute, avec de nombreuses preuves démontrant l'infidélité de mon ex-mari. J'ai pu conserver la maison, elle venait de mes parents en héritage, c'est pourquoi mon frère m'avait aidé à m'assurer que mon ex devait partir. Entre autres choses, mon ex est désormais tenu de payer une pension alimentaire pour notre enfant. La garde m'a été principalement accordée, avec notre fils vivant chez moi en semaine et passant les week-ends avec son père. J'espère sincèrement que cet arrangement fonctionnera, et que je n'aurai pas à revenir ici avec une nouvelle mise à jour à son sujet. Quant à l'église de ma belle-mère et de ma belle-sœur, quelque chose d'assez amusant s'est produit. Je n'étais pas présente pour en être témoin, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a eu un sermon sur l'infidélité et l'importance de ne pas protéger ceux qui détruisent les mariages. Apparemment, ce message était destiné à la famille de mon ex-mari, et ils ont été si embarrassés qu'ils ont quitté les lieux avant la fin. Karma, je suppose. Ma relation avec mon ex est ce que je décrirais comme cordiale. Nous ne sommes pas amis, mais nous essayons de rester respectueux pour le bien de notre fils. Je pense que c'est l'approche la plus raisonnable après tout ce qui s'est passé. De temps en temps, il me lance un compliment lorsqu'il vient chercher notre fils, en commentant mon apparence ou en suggérant qu'on aille boire un café. Mais je le remets toujours à sa place, en lui rappelant que son avis n'a plus d'importance pour moi. Il prétend simplement apprécier la beauté, mais je lui ai bien fait comprendre que cette beauté n'est plus pour lui, il a perdu ce privilège. Il est également bon de noter qu'il s'est quelque peu laissé aller depuis le divorce. Il a pris un peu de poids, ce qui rend ses remarques sur l'apparence encore plus ironiques. J'imagine que les standards de beauté ne s'appliquent que dans un sens dans son esprit. Pas que cela m'importe, mais c'est assez hypocrite, vous ne trouvez pas ? Peut-être que quelqu'un devrait lui donner une dose de son propre amour dur. Espérons que ce soit sa mère.